Merci, monsieur le professeur Hervé. Merci avant tout d'être toujours présent et de nous aider chaque mois à bâtir ces thés éthiques, ces cafés éthiques qui entretiennent, comme je le dis souvent, la flamme éthique de notre établissement. Aujourd'hui, c'est un jour tout à fait particulier, bien sûr, monsieur le ministre, puisque nous vous accueillons pour ce café éthique et tout à fait particulier pour 3 raisons. La première, c'est que nous avons dû abandonner la médiathèque et venir en salle bleue parce que vous avez suscité beaucoup d'envie, de partage, d'écoute et de questions, j'en suis sûre. La seconde, c'est que c'est un honneur que vous nous faites, puisque vous êtes le référent incontesté en la matière, et que c'est une chance pour nous d'avoir l'occasion d'échanger avec vous, comme je vous le disais tout à l'heure, de réfléchir. Je crois qu'il est surtout question de réfléchir sur ces sujets, et de réfléchir sur l'avenir de la loi que vous avez fondée. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, pour moi, dans les hôpitaux, c'est une loi que nous connaissons, c'est une loi sur laquelle nous travaillons. Et puis la thématique, aujourd'hui dans la société, cette loi est questionnée. Elle est un peu moins à l'hôpital, mais elle est questionnée. Et je pense que beaucoup d'entre nous, personnel, bénévoles, membres des associations, eh bien, on est vraiment impatients de vous entendre et de vous poser toutes les questions que nous nous posons tous dans notre exercice professionnel, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc, je ne vais pas en dire plus. Je vous remercie vraiment très sincèrement tous les deux d'être là et d'animer ce débat. Merci, Madame la Directrice. Cher professeur, je vais me lever. Vous savez, une société française, c'est une société, des sociétés de culpabilisation et des sociétés de honte. Les sociétés de honte, c'est les sociétés japonaises, par exemple. La société française, c'est une société judéo-chrétienne de culpabilisation. Je vois qu'il y a des gens debout, donc ça me gêne d'être assis, donc je me lève. Voilà. Vous avez dit, on se pose des questions, et si on est dans un débat éthique, forcément, on continuera à se poser de questions. Et je me pose des questions. Et je me les pose tout haut, et puis de temps en temps, on chemine, sans savoir si le cheminement qu'on a effectué va dans le bon sens ou le mauvais sens. On ne le sait qu'après, surtout quand on décide pour les malades, ou quand on décide avec les malades, ou quand on décide avec les malades et avec les proches ou la famille. Mais ce qui est important, c'est d'avoir accepté le cheminement, le doute collectif. Axel Kahn disait que le doute est utile et fertile. Utile et fertile, c'est-à-dire qu'il est indispensable, il faut passer par ce questionnement, puis ensuite, c'est du questionnement qu'émerge, pas forcément la vérité, mais en tout cas, d'avoir fait le moins mal possible et d'avoir fait en fonction de ce que nous pensons être la bienfaisance, c'est-à-dire une des bases de la réflexion éthique. Si on part, pourquoi on parle dans l'hôpital, je vais m'appuyer sur ce que vous avez dit, Madame. Vous avez dit qu'à l'intérieur de l'hôpital, la loi ne pose pas de problème, et qu'à l'extérieur de l'hôpital, il y a questionnement. Ah, ce n'est pas les mêmes publics. À l'intérieur de l'hôpital, il y a des blouses blanches, il y a des gens qui travaillent. Je dirais, il y a des gens qui ont inspiré la loi de 2005, parce qu'elle n'est pas sortie non plus d'une révélation. On va le dire très clairement, la loi de 2005, c'est l'accumulation de codes de déontologie, de bonnes pratiques de réanimation, de bonnes pratiques de cancérologie, de bonnes pratiques de soins palliatifs, mis bout à bout et qui donne un corps général à un texte qui a le principal mérite d'être inclus dans la loi alors qu'il était dispersé un peu partout, et donc qui lui donne une force. Parce que la loi, forcément, elle a une force, elle dit le permis et l'interdit, mais plus encore que l'interdit et le permis, elle dit la force symbolique du sens. La loi, elle est répressive et expressive. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Si on raisonne en religion, on a une vérité révélée. Si on raisonne en morale, on a une morale établie. Si on raisonne en éthique, on se questionne. Et pour autant, l'éthique, sous le contrôle, hein, faites attention à ce que je dis, l'éthique n'est pas une discussion éthérée
de personnalités, philosophes, qui se mettent autour d'un café et puis qui disent bon, et vous, qu'est-ce que vous pensez de la mort? Eh ben, Schopenhauer a écrit ça. Non, mais Kierkegaard a écrit autre chose. Non, on est là dans un cas précis. Les Grecs diraient que c'est un praxis, c'est-à-dire qu'on est obligé d'agir. Ne pas agir, c'est agir. Donc on est obligé de décider. Donc on a une situation qui est inconfortable, qui est une inquiétude, une sortie de la quiétude. Et cette inquiétude, elle est que je ne sais pas tout, je doute, mais j'agis. Parce que si je n'agis pas, je ne remplis pas ma mission, justement, ma mission éthique. Et mon professionnalisme. Donc c'est un peu vrai pour tout. Hein. Les autres ne le savent pas, que vous avez toujours des hommes politiques qui disent « moi je sais, c'est comme ça qu'il faut faire ». En fait, ils doutent. Et ils essaient de dire « peut-être c'est dans cette voie qu'il faut aller ». Donc dans toute situation d'action, il y a une réflexion préalable, un doute. Et le doute, le mieux pour douter, c'est de douter collectivement. Parce que si je doute tout seul, je fais de l'introspection, et au bout d'un moment, je finis par me dire la même chose que ce que je pensais au départ. C'est-à-dire, je prends mon point de départ, j'en fais un point d'arrivée, et puis j'ai beaucoup réfléchi, et finalement, je me donne raison. Tandis que si on doute véritablement, on doute avec les autres, et on se confronte. On se confronte, on discute, on se dispute, pour arriver à trouver, justement, ce qui peut être, à un moment donné, la pensée collective, en tout cas la voie dans laquelle on s'achemine. Ensuite, les sociétés, toutes les sociétés sont véhiculées par des grands éléments. On pense que les sociétés grecques étaient portées par la pensée, les sociétés actuelles sont portées par l'émotion. Donc, on n'est pas dans une société du logos, hein, de la pensée conceptuelle et de la parole, on est dans des sociétés du pathos, de l'émotion, de la douleur, de la réaction. Donc, c'est un élément qui n'est pas négligeable, parce que dans ces sociétés dans lesquelles l'émotion est forte, et l'émotion est forte parce que c'est l'image qui prime sur les cris, et les cris qui est dévalorisée même par rapport à la parole. Hein. L'image que vous voyez, elle vous imprime une impression émotionnelle qui forge votre conviction. Et donc, quand on vous pose la question, vous allez raisonner à partir de l'image et non pas à partir de la conceptualisation que vous devez en avoir. C'est la vie aussi. Quand vous avez un malade devant vous et qui souffre, vous ne pouvez pas dire « bon, je vais réfléchir à la souffrance ». C'est ce malade-là qui souffre. Et c'est celui-là qui vous transmet à la fois son angoisse et qui le transmet à la famille, qui vous le retransmet et qui l'amplifie. Pour autant, nous sommes dans une société de la peur. Hein. La peur est un moteur très très puissant. Il est tellement puissant qu'il n'y a pas de raisonnement contre la peur. C'est-à-dire que les médecins ont une peur et la population a une peur. La peur des médecins, c'est je ne veux pas être embêté par la justice. Je suis désolé de le dire aussi brutalement. Chaque fois qu'on fait des textes et des lois, j'ai toujours le corps médical qui dit fais un truc bien carré, hein, qu'on ne soit pas embêté, hein, que ce soit bien clair, etc. Or, dans une société démocratique, on est toujours potentiellement embêté par la justice. Parce qu'il suffit que quelqu'un porte plainte pour trop ou pas assez, pour pas ou pour oui. De toute façon, on est soumis à la justice de notre pays. On plaisantait tout à l'heure avec le professeur en disant qu'il y avait un procès célèbre, quelqu'un qui avait dit « moi, pour moi, les lois s'arrêtent à la porte de l'hôpital ». Non, les lois, on est dans une société démocratique, l'hôpital est une émanation de la société démocratique, et donc il a à la fois cette compétence à transmettre, cette protection à effectuer, mais en même temps cette liberté, cette autonomie à conserver aux malades. Et si on regarde bien, les deux peurs, la peur des médecins, c'est de ne pas en faire assez. Je veux faire tout ce qui on nous a appris comme ça, tout ce qui est possible dans les données actuelles de la science. Et donc, que je sois au centre Pompidou ou dans le petit hôpital local des Alpes-Maritimes ou d'ailleurs, je vais me trouver dans une situation d'égalité citoyenne, c'est-à-dire que j'ai le même traitement que je sois à un endroit ou à un autre. Et donc, l'objectif, c'est que chacun reçoive le même traitement conformément aux données actuelles de la science, et donc je fais tout ce qui est possible. De l'autre côté, le malade, lui, il a bien compris que la médecine, elle lui a donné 10 ans de vie en l'espace de même pas un demi-siècle. Il se rend bien compte que sa qualité de vie s'est développée. Paradoxalement, il a tout à fait confiance dans la médecine. Mais comme il a
une série d'informations qui circulent et qui peuvent être contestables vis-à-vis de la médecine qu'on lui propose, il a une première peur, c'est qu'on ne soit pas parfaitement au plus haut niveau de degré de la science. Ça arrive pas chez vous, et ça peut arriver dans des hôpitaux en France. Et le deuxième peur, c'est qu'on aille trop loin. Je ne veux pas qu'on aille trop loin. Et donc vous voyez bien que ces deux peurs sont contradictoires, puisqu'il y en a un qui est obligé de faire le maximum, et l'autre qui est obligé de réfléchir et de dire « moi je ne veux pas qu'on aille trop loin ». Pourquoi ils ont peur d'aller trop loin? Ils ont peur de mal mourir. Mal mourir dans notre société, c'est pas de mourir, mais c'est de mourir en se dégradant, et en particulier en perdant ses facultés cognitives, et d'imaginer que l'on puisse un jour se trouver dégradé comme un légume, comme on dit, ou bien alors comme un Alzheimer dans un coin. Et ça, c'est la société, une société occidentale évoluée qui redoute, et elle le redoute de manière non injustifiée. Ça peut effectivement arriver, en même temps ça devient quasiment obsessionnel, et ça nous met dans une situation dans laquelle il faut mourir avant de mourir, comme ça on n'a pas besoin de mourir. Et si je vous demande quelle est la bonne mort, si on était dans une société encore christianisée, la bonne mort c'est la mort qu'on attend, à laquelle on se prépare, la mort à laquelle je dis au revoir à tout le monde, puis ensuite je me confie à Dieu, qui me pardonne mes péchés, puis ensuite je vais au ciel. Voilà. Or, comme la société s'est déchristianisée, et qu'il y a une grande partie de la population qui croit qu'après la mort, il y a le néant, ou plutôt que la mort est le néant et le non-moi, c'est-à-dire que je n'existe pas plus après ma mort que je n'existais avant ma naissance, ça aboutit à une situation où je veux une vie bonne, jusqu'au bout, et puis, à un moment donné, la vie bonne s'arrête, et donc je passe dans le néant. Si vous regardez les rites, si vous regardez toute une série de choses, tout ceci explique cela. Si on regarde enfin comment les choses se passent, puisque on veut mourir en bonne santé, la bonne mort c'est le centenaire, il souffle ses 100 bougies, il dit bonjour à la famille, il boit une coupe de champagne, il monte se coucher, il ne se réveille pas. Parfait, je signe. Voilà. Et alors vous pouvez signer sur la proposition d'Alphonse Allais qui disait « Je voudrais mourir tué par derrière à 99 ans par un mari jaloux », ce qui montre quand même une volonté de force conservée. Voilà. Donc ça veut dire que la mort aujourd'hui doit être inaperçue, indolore, c'est quand même pas la moindre des choses, mais inaperçue, et en même temps brève. Qu'est-ce que c'est une mort brève? Parce que la mort elle est toujours brève. Et c'est la fin de vie qui doit être brève. Et si vous regardez l'évolution d'une société comme la nôtre, en l'espace de 2 ou 3 décennies, on a raccourci le temps d'après, le temps d'avant. Le temps précis de la mort, comme à un moment donné je suis en conscience et après je suis en inconscience, comme avant je suis être vivant et après je suis néant, ben, c'est un moment, c'est un instant, c'est un point. En revanche, ce qui précède la mort, nous, les gens qui sont en blouse blanche, nous l'avons allongé. Nous avons chronicisé des maladies rapidement mortelles, le sida, le cancer, et nous avons donc créé des maladies chroniques d'un genre nouveau, c'est des maladies chroniques dont on ne guérit pas, forcément puisqu'elles sont chroniques, mais qui vont un jour nous tuer. Et donc, on est dans une situation qui est une nouvelle instabilité, qui implique donc une nouvelle façon de travailler le malade lui-même, puisqu'il n'est pas bien portant, puis mourant, et puis mort. Il est longtemps, moyennement portant, porteur de la maladie qui, un jour ou l'autre, devrait aboutir ou pourra aboutir à sa mort. Sauf si la mort survient pour une autre cause et lui évite la mort qui était initialement prévue. Parce que la vie a au moins cet avantage d'être imprévisible. Dans ce contexte-là, le malade, il voit très bien qu'il a envie de mourir, de vivre, mais il n'a pas envie de mal mourir. Et c'est l'obsession, alors de l'autre côté de l'hôpital, dans la ville, je ne veux pas mal mourir. Et la mal-mort, c'est souffrir, ce qui est bien normal. Et on a encore 12% à 15% dans les hôpitaux français de gens qui meurent avec des douleurs physiques insupportables. C'est pas rien. Et puis, mal mourir, c'est tout ce que vous savez. On ne meurt pas uniquement avec une souffrance physique. On peut mourir en s'étouffant, on peut mourir en vomissant, on peut mourir avec des troubles digestifs, on peut mourir avec des douleurs qui sont chroniques et diffuses. Enfin, on peut mourir en instabilité, on peut mourir avec angoisse.
Parce que la mort qui vient peut être accueillie avec sérénité, mais elle peut aussi être accueillie avec angoisse. Donc dans cette situation-là, le malade veut une bonne mort, comme il réclame une bonne vie, eh bien le citoyen réclame une bonne mort, ce qui n'existe pas, et qui est un fantasme de notre société. Ça serait une mort sans symptômes. Je ne sais pas si vous avez vu Les Invasions barbares, qui est un film franco-canadien qui est intéressant par ailleurs. À la fin, il a la perfusion, il est devant le lac canadien, et de si c'est beau, un lac canadien, il y a toute sa famille, il se réconcilie avec le fils, il se réconcilie avec toute la famille, et puis il part tranquille, au revoir, gentiment. Ça n'existe pas, voilà, vous le savez tous, ça n'existe pas. On meurt rarement sans symptômes, et on meurt rarement dans une douce sérénité que l'on pourrait qualifier de la mort du sage, quoi, qui se détaché du corps, qui prend son envol. Dans ces conditions, on a un débat contradictoire, mais en même temps, on a un conflit, parce qu'un conflit de valeurs, c'est la base de l'éthique, et ce conflit de valeurs, il est entre une éthique de vulnérabilité, c'est quelqu'un qui est faible, qui est fragile, que je dois protéger, puisque qui est plus fragile que celui qui est dans la vie finissante, mais en même temps, il a une autonomie et une liberté. Cette liberté, il faut effectivement la préserver. Je dirais presque qu'il faut la préserver, d'autant plus qu'il est vulnérable. Et la première erreur que nous pourrions commettre, ou que nous avons commis, c'est de considérer qu'il est tellement vulnérable que moi, je vais tout décider à sa place. Donc la deuxième chose que disent les Français dans tous les rapports, SICAR, CCNE, et puis dans les réunions que nous faisons avec Xavier dans toute la France, les deux éléments qui reviennent, on n'est pas écouté en fin de vie. Bien sûr, c'est les parents qui le disent, hein, c'est pas la personne qui est décédée. On n'est pas écouté en fin de vie et on souffre encore en fin de vie. Cette situation-là a amené, dans un premier temps, à faire une loi qui a plutôt des directions, qui est des devoirs de médecin, puisque la loi, au fond, elle dit « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale ». C'est ça, la loi de 2005, hein, je veux dire, c'est une loi purement éthique, elle n'est pas normative, elle utilise des concepts qui énervent les juristes, hein, c'est des concepts flous, l'obstination déraisonnable, définissez-moi l'obstination déraisonnable. Le traitement disproportionné, qu'est-ce que c'est qu'un traitement disproportionné? Un traitement qui n'a d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement qui n'a d'autre but que le maintien artificiel de la vie? Et vous voyez bien qu'on est bien obligé, lorsqu'on aborde le problème du trop et du pas assez, de se poser la question de dire, ben, l'obstination déraisonnable, quand est-ce que je m'arrête? Et la question, elle se pose d'abord en dialogue singulier, toujours. C'est-à-dire, le malade dit quoi? Si le malade dit maintenant vous arrêtez, c'est même pas la loi de 2005, c'est la loi de 2002, hein, qui est la loi de droit des malades. Il dit vous arrêtez ce traitement, vous devez l'arrêter après une procédure, et même si cela met sa vie en danger. Je raconte toujours une histoire où j'étais chef de service depuis 15 jours, et il y a un vieux monsieur qui arrive à 90 ans qui avait une gangrène de la jambe. Voilà. Et il se trouve que cet homme était du même village corse que mon grand-père, et donc, voyant ce qu'il considérait logiquement comme un gamin, il dit « tu ne me couperas pas la jambe ». Voilà. Donc, pour moi, c'était impensable. Quelqu'un qui avait une gangrène de la jambe, on lui coupait la jambe, c'était tellement évident. Voilà. Et puis finalement, je ne lui ai pas coupé, je l'ai sédaté, à une époque où on ne disait pas sédaté, et j'ai été convoqué par le directeur de l'hôpital en me disant « je vous rappelle que si à Marseille on fait des euthanasies, à Antibes on n'en fait pas ». Voilà. Donc ça veut dire quand même que l'évolution des pensées est telle que l'idée simple, hein, qui était à l'époque tu prends tout en menu et pas à la carte, si je te coupe pas la jambe, ben, tu vas en baver. Et c'est un peu ça qui était le deal qu'il y avait entre la médecine et le malade. Tu fais tout ce que je dis, parce que moi je suis le sachant, toi tu es le souffrant, moi je suis debout, toi tu es allongé, et donc par conséquent, j'imprime mon autorité pour ton bien, mais c'est moi qui sais ton bien. Bien, les choses, depuis, dans une société qui a évolué vers plus d'autonomie, plus de liberté, plus de transparence, moins de paternalisme, eh bien, aujourd'hui, comme il y a 35 ans, eh bien, on doit lui dire, si tu ne veux pas te faire couper la jambe, je vais essayer de te persuader de la couper, mais si tu ne veux pas le faire, tu ne vas pas le faire, et pourtant, je vais empêcher que tu subisses en souffrance les conséquences
de ce que tu as décidé contre mon avis. Donc c'est une inversion des rapports de force, entre guillemets, entre l'éthique de vulnérabilité et l'éthique d'autonomie. Tu es vulnérable, je décide à ta place, mais je me limite à ton autonomie. En même temps, tu dis quelque chose, et quand même, ce que tu me dis, je le perçois avec une réticence en essayant de t'infléchir ta décision. Donc, deux conflits de valeurs, l'autonomie et la vulnérabilité, deux peurs contradictoires, et trois objectifs impossibles à tenir. Je ne t'abandonnerai pas, oui. Je ne t'abandonnerai pas, vous savez très bien que sur ces maladies chronicisées, il y a quand même un détachement de la famille, de l'entourage, et généralement il n'y a plus qu'une seule personne à la fin qui est le porteur de l'aide. Ensuite, l'abandon médical, il existe. Voilà. Ce malade n'est plus pour moi. Ce malade doit sortir du service parce qu'il n'est plus pour moi. Puisque je ne peux plus le guérir, je ne vais pas m'empoisonner la vie à le soigner. Voilà. Et donc, comme on est dans une culture médicale française, qui est une culture du guérir et du sauver, favorisée par la télévision et tout ce qu'on voudra, eh bien, vous avez en face la difficulté que les médecins ont, de manière générale, à passer de la culture du sauver, qui est quand même extrêmement valorisante, à la culture de l'accompagnement ou du soulagement, qui est une culture plus, je dirais, plus modeste, en tout cas dans ses objectifs, et plus réaliste. Donc, dans cette conception globale, je ne t'abandonnerai pas. Ça veut dire, même quand je ne peux pas te guérir, je continue à te soigner, parce que le soin global est quelque chose qui est une mission hippocratique, hein, mais en même temps qui est une mission normale du médecin, qu'on a un peu oublié devant l'évolution d'une médecine technique. Je ne te laisserai pas souffrir, c'est encore plus compliqué, parce que, bon, si vous avez une crise de colique néphrétique maintenant, on va vous essayer de vous calmer, on va y arriver d'ailleurs, mais pour autant, on ne va pas se poser la question, à un moment donné, on dira, bon, attention, on est aux doses toxiques, là, Est-ce qu'on a la même réticence sur quelqu'un qui est en toute fin de vie? Et est-ce qu'en fin de vie, la qualité de la vie ne prime-t-elle pas sur la durée de la vie? Alors, c'est un vieux débat. Est-ce que je soulage avec un double effet? Le double effet, vous savez, c'est saint Thomas d'Aquin. Je fais un effet positif, et puis je peux avoir un effet négatif en ayant un effet positif. Et les médecins, tous les médecins, et d'ailleurs tout le monde, c'est ça. Quand vous prenez un cachet d'aspirine parce que vous avez mal à la tête, vous prenez le risque d'avoir mal à l'estomac. Sauf que l'effet secondaire, dans le cas précis, c'est la mort anticipée. Est-ce que, pour quelques heures, ou même quelques jours de vie, je dois laisser souffrir? La réponse que donne la loi, c'est non. Hein. Je dirais même qu'il y a eu un débat long. Pourquoi laisse-t-on les malades souffrir? Certains disent c'est parce que notre culture catholique fait que la mort du Christ est une mort sur un calvaire, et que donc la douleur est rédemptrice, etc. J'ai relu récemment par hasard le pape Pie XII, qu'on va pas qualifier de libéral, hein, qui disait qu'on a le droit en fin de vie de mettre des narcotiques, et que ces narcotiques devaient être mis quand il y avait la douleur, même en sachant que ça raccourcit la vie. Donc on enlève l'idée que c'est catholique, c'est plutôt l'enseignement qu'on nous a fait de la médecine, en tout cas les plus vieux d'entre nous, où on nous disait il ne faut pas qu'il s'habitue, il va devenir toxicomane si on met la morphine trop tôt, on va la mettre au dernier moment, et puis le dernier moment était tellement dernier moment que finalement on la mettait pas. Voilà. Donc c'est plutôt une idée culturelle médicale, à mes yeux, qu'une idée culturelle globale. Et donc, je ne te laisserai pas souffrir, c'est un impératif. Voilà. Et la loi rappelle quand même, en 2005, que le double effet existe, et que, même dans le texte qui peut éventuellement évoluer, il y a écrit qu'on doit soulager la souffrance, même si. Le même si veut bien dire que l'objectif c'est la souffrance, et que le même si c'est peut-être ça raccourcit la vie, encore que il suffit de discuter avec les médecins de soins palliatifs pour qu'ils vous expliquent que enlever la douleur, ça allonge la vie. Et que donc, en réalité, le seul mérite d'avoir mis le double effet dans la loi, c'est de libérer les médecins de cette réticence qu'ils ont encore, moins qu'avant, mais encore, à mettre des antalgiques et des sédatifs quand le malade souffre. Parce qu'en réalité,
Si on regarde bien, il doit y avoir un tiers de gens à qui on accélère la mort, un tiers de gens à qui on allonge la vie, et un tiers de gens à qui ça ne fait rien du tout. Voilà. Donc l'objectif, je ne te laisserai pas souffrir en fin de vie, c'est un objectif, je dirais, irrémédiable. Et puis le troisième, qui est le plus compliqué, qui est un peu le débat d'aujourd'hui, je ne te prolongerai pas de manière anormale. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire prolonger de manière anormale? Alors, le public dit acharnement thérapeutique. Nous, on aime bien l'acharnement thérapeutique, surtout les gens comme moi, qui sont cardiologues et réanimateurs, ils se sont beaucoup acharnés dans leur vie, quelquefois d'ailleurs avec succès. Donc nous, on dit obstination déraisonnable. Voilà. Obstination déraisonnable, c'est beaucoup plus significatif. Je m'obstine, c'est déjà un élément négatif, et je sors de la raison. Je sors de la raison. Donc l'obstination déraisonnable, comment on l'a définie dans la loi? Aujourd'hui, on dit, et ça ne changera pas, ça ne changerait pas, c'est on ne met pas de traitement qui est inutile, c'est un peu bébête de dire ça, mais on peut mettre un traitement inutile. Inutile médicalement, mais utile aux malades qui le réclament, parce que l'acharnement thérapeutique ou l'obstination déraisonnable, 30% des cas, c'est le malade qui demande à s'acharner. Donc on oublie souvent que la culture du guérir et du sauver, elle n'est pas que dans le corps médical, elle est passée largement dans la population. Le deuxième point, c'est que on peut ne pas mettre des traitements qui sont disproportionnés. Disproportionnés, c'est à voir. C'est au cas par cas, c'est circonstance par circonstance. Si je mets une chimiothérapie et que le malade meurt le lendemain, j'ai le droit quand même de me poser la question, est-ce qu'il fallait faire cette chimiothérapie? Est-ce que l'inconvénient de l'inconfort du traitement que je mets en place, y compris, et c'est pas tabou non plus, le coût économique que ça engendre, est légitime par rapport à l'objectif qui est d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer la durée de la vie, qui sont les deux grands objectifs de la médecine. Vous avez les travaux de Ferrand, que vous connaissez sûrement, qui montrent que, en prenant des malades qui sont décédés dans les hôpitaux, il reprend 3 semaines avant, ou plutôt il reprend au moment où on sait qu'ils vont mourir. Tout le monde sait qu'ils vont mourir. La plupart du temps d'ailleurs, le malade aussi. On continue à le traiter comme s'il allait guérir. Et on continue à faire les examens complémentaires, etc. Là aussi, on peut toujours dire dans un endroit, oui, mais c'est parce que c'est plus rentable, etc. Non, c'est parce que nous avons une médecine qui valorise l'acte. Voilà. Elle le valorise à la fois financièrement, mais elle le valorise aussi moralement. Ne pas faire, c'est plus difficile que faire. Surtout ne pas faire quand je sais faire. Et ne pas faire quand je sais faire et que je pense que ça peut être médicalement utile, c'est encore plus difficile parce que je me heurte à ma connaissance propre et je suis obligé de freiner mon action. Or, tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. Tout ce qui est scientifiquement possible n'est pas humainement souhaitable. Et c'est donc là que se définit la difficile marge de dire quand est-ce que je suis en obstination déraisonnable et quand est-ce que je ne le suis pas. Je raconte toujours une histoire un peu anecdotique. La première fois que j'ai fait un débat en 2005, c'était sur une route du Var, où il pleuvait des trombes, parce que dans le Var, il tombe à peu près la même chose qu'à Paris, mais dans un espace très 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 court. Et donc j'avais su ce qui ne marchait pas, je réfléchissais comment je vais aborder ce problème, qui c'est qu'il va y avoir, et puis finalement je dis je vais prendre un arbre, et ça va vite se finir, parce qu'au moins je ne ferai pas le débat sur la mort, je le ferai de l'autre côté. Et puis, chemin faisant, je me disais, Draguignan, c'est pas Pompidou, qu'il y a comme interne de garde, quoi. Voilà. Si j'arrive avec un trauma crânien, est-ce qu'il est jeune, pas jeune, un peu aguerri, pas aguerri. Et je me disais même, après tout, il va voir arriver un type qui a 60 ans, il va dire... et un peu plus, il va dire ça va, on va pas s'acharner, Ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais jeune chef de clinique à Marseille, un jour mon patron m'a dit l'infarctus qui est mort cette nuit, il était vieux ou jeune? J'étais vieux, monsieur. Quel âge il avait? 55 ans. Et il m'avait dit tu verras qu'un jour 55 ans ça paraîtra très très jeune. C'est vrai que c'est très jeune, 55 ans. Bon, tout ça pour dire que j'aurais bien aimé qu'il s'acharne. Parce qu'il y aurait des lésions cérébrales, il fait ce qu'il faut faire. Bon. Et puis j'imaginais aussi que 3 semaines après, on constate que les lésions cérébrales sont majeures, définitives, irréversibles. Que j'ai pas conscience que j'existe et que j'ai pas de relation à l'autre. C'est quand même ça, à être. Si on est cartésien, je pense donc je suis. Si je peux pas penser, je peux pas avoir de relation à l'autre, je suis une personne humaine
qui doit avoir le respect de sa dignité, mais pour autant, est-ce que le traitement que je fais a du sens? Bon, ben j'aurais bien aimé quand même qu'on appelle ma famille et qu'on dise, bon ben voilà, on va s'arrêter, on va débrancher. Et je pense que finalement, si vous le regardez bien, entre le moment 1 et le moment 3 semaines après, c'est le même malade avec les mêmes lésions. Il y a un moment où c'est raisonnable de réanimer, il y a un moment où c'est déraisonnable. Qu'est-ce que c'est qui fait que ça devient déraisonnable? Le constat médical, et dans le constat médical, le pronostic. Parce que c'est quand même, quand j'arrive à me projeter, parce que si je suis dans le coma mais que je peux en sortir, il est évident que je continue à me battre. Mais si je suis sûr de ne pas en sortir, alors à ce moment-là, je suis dans le déraisonnable. L'exemple est caricatural, il est facile, mais il montre bien que le déraisonnable, c'est pas un cas, parce que c'est le même cas qui, du jour au lendemain, peut devenir déraisonnable. Et qui, du jour au lendemain, fait prendre conscience à l'équipe, et c'est l'équipe qui en prend conscience dans sa globalité, que ça devient déraisonnable. Alors après, on demande à la famille ou les proches. On me dit toujours qu'il faut mettre la hiérarchie, la femme avant la mère avant le père, etc. etc. C'est ingérable. Hein. C'est ingérable parce que les familles d'aujourd'hui sont plus floues, on va dire, hein, dans des réseaux affectifs un peu plus dispersés. Et donc, quel est l'intérêt de demander à la famille? D'abord par respect. Bon. Mais en dehors du respect, je lui demande son avis. Son avis sur quoi? Je lui demande son avis. Qu'est-ce qu'il pensait, cet homme, que je ne peux plus interroger, qui ne peut plus me parler? Qu'est-ce qu'à votre avis, il aurait voulu? Si tant est qu'on puisse expliquer ce que quelqu'un aurait voulu quand il ne peut plus exprimer sa volonté. Mais en tout cas, c'est pas je prends la somme des avis personnels des gens autour. Parce que peut-être que la personne qui vit avec ce monsieur depuis 10 ans, qui n'est pas mariée avec lui, mais qui a vécu dans son intimité, elle est plus proche de lui que le fils qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Et elle est plus proche de ce qu'il aurait voulu et pensé. Donc je pense qu'il faut garder cette conception floue qui consiste à dire, sauf si on a désigné une personne de confiance, mais si on n'a pas désigné une personne de confiance, qu'est-ce qu'il aurait pensé à votre avis? Est-ce qu'il aurait... Voilà, et puis en fonction de sa vie, de ses convictions, de sa foi, de son parcours, eh bien on essaie de tenir compte de cet élément dans le fait de dire, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas? Est-ce qu'on poursuit ou est-ce qu'on ne poursuit pas? Mais finalement, ce débat qui est en fin de vie, on l'a tous les jours de la médecine. Tous les jours de la médecine, on se pose la question de savoir si c'est opportun ou pas opportun de faire tel ou tel traitement. On pourrait ponter toutes les lésions coronariennes. On peut les stenter à volo et tant qu'on veut. Et pour autant, il y en a quelques-unes qu'il faut respecter. Je constate qu'on en respecte de moins en moins, mais de temps en temps, voilà, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'agir. Or, et je voudrais terminer là-dessus avant qu'on rentre dans le débat sur... il y a deux idées au fond, grecques. Hein. Il y a une idée qui est prométhéenne. Le Prométhée vole le feu aux dieux. Il veut devenir Dieu. Et devenant Dieu, il donne le feu aux hommes pour permettre aux hommes d'être supérieurs aux autres animaux. Mais en même temps, ce feu qui est la technique, la connaissance, la force, eh bien... les dieux le punissent de ce que les Grecs appellent l'hybris, c'est-à-dire la démesure et l'orgueil. Voilà. Et puis il y a une autre vision, qui est la vision odysséenne. Ulysse, quand il arrive sur l'île de Calypso, il descend sur l'île de Calypso, il rencontre Calypso. Calypso, ça veut dire caché, hein, dans un endroit caché. Et c'est une déesse, Calypso. Elle est éternellement belle et éternellement jeune. Et elle tombe amoureuse, comme ça se fait dans la Grèce antique, de l'homme. Et il n'y a que dans la Grèce antique que les déesses tombent amoureuses des hommes. Et donc, ils vivent un parfait amour pendant quelque temps. Et au bout d'un moment, Calypso dit, parce qu'elle le voit vieillir quand même, le Ulysse, il a fait 10 ans de guerre de Troie, après il a fait 10 ans de périple autour d'Ithaque. Il a la quarantaine bien sonnée, donc ça commence à... Bon, elle voit les cheveux blancs arrivent, elle ne veut quand même pas vivre avec un vieillard. Donc elle lui propose l'immortalité, la jeunesse éternelle. Et il refuse. Voilà. Et l'interprétation de Camus là-dessus est une interprétation qui est très forte, qui est très au cœur de l'éthique entre l'autonomie et la vulnérabilité. Et, il dit, nous avons oublié la fierté de nos limites, la fierté qui est fidélité à nos limites. Bien, peut-être que la médecine aujourd'hui, ça a été une médecine conquérante, triomphante, et tant mieux, et il faut qu'elle continue à l'être. Pour autant, il faut qu'elle accepte qu'à un moment donné, elle se heurte au mur de la mort,
et qu'au moment où elle arrive devant le mur de la mort, elle ne peut pas fuir. Voilà, en tout cas, la médecine ne peut pas fuir. En tout cas, la fraternité ne peut pas s'arrêter. Et donc, elle doit continuer et passer en même temps que cet affrontement, ou cette agonie, qui veut dire combat en grec, eh bien, passer ce combat, qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas le combat contre la mort, c'est le combat de l'esprit contre le corps. Le corps s'échappe, l'esprit vit encore, mais en même temps, l'esprit, à un moment donné, il renonce. Il y a un lâcher-prise, et il faut que le médecin prenne bien ce lâcher-prise, non pas comme un renoncement, mais comme au fond une reconnaissance de son humanité. Et ce lâcher-prise, il doit être accompagné dans la sérénité, sans acharnement thérapeutique, je prends le mauvais terme, mais non plus sans abandon, parce que les deux sont l'un et l'autre la vision prométhéenne. L'euthanasie, comme l'acharnement thérapeutique, c'est dire je ne vois pas la mort. Je ne la vois pas, donc je continue à le traiter comme s'il allait guérir. Première négation de la mort. Ou bien j'anticipe la mort, et comme ça je ne verrai pas la mort, et je me débarrasse de la mort, du mourir par la mort anticipée. Donc affronter la mort, ce n'est pas un problème uniquement pour les médecins, c'est un problème pour toute la société. Mais cette société a choisi de nous mettre et de vous mettre dans les mains les problèmes de la vie et de la mort, sans se préoccuper d'y réfléchir profondément, ce qui nous pose effectivement à nous, soignants, des problématiques que nous n'avions pas antérieurement. Merci de votre attention. Volontiers.